Bien, bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette conférence, je voudrais tout d'abord remercier l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen et sa présidente, Bénédicte Bousquet, pour cette invitation à proposer donc une nouvelle conférence sur les caractéristiques et l'interprétation des tests en biologie. Alors, on parle beaucoup des tests actuellement, notamment bien sûr dans le domaine de la virologie avec le coronavirus qui nous affecte tant. Pour autant, mon propos va porter sur les tests en biologie, je dirais d'une façon générale et pas seulement sur les tests virologiques. En effet, comme nous allons le constater, il y a un certain nombre de points communs qui existent au niveau de tous ces tests. Alors, que signifie en fait le terme tester? Alors, tester signifie l'action de rechercher quelque chose, ce quelque chose pouvant être une hormone, par exemple, qui serait présente dans le sang. Exemple, on va chercher l'insuline, qui peut être présent en quantité plus ou moins importante chez les diabétiques, etc. On peut rechercher l'hormone de croissance chez un enfant qui présenterait un retard du développement. On peut aussi chercher des molécules. Par exemple, on peut quantifier le glucose, le cholestérol. On peut rechercher aussi éventuellement une molécule qui, a priori, ne devrait pas être présente dans notre organisme. Et je pense, par exemple, à la recherche d'une substance toxique qui aurait été présente à notre insu dans nos aliments. Et puis enfin, pour revenir à l'actualité, on peut utiliser des tests pour rechercher des agents pathogènes comme le coronavirus. Partant de ce constat, donc encore une fois, on voit la généralité de l'utilisation des tests en biologie, eh bien, on va développer une démarche qui va présenter un certain nombre de points communs. Tout d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est la cible, bien sûr, que l'on va rechercher, même si ça paraît évident, on va voir qu'il faut quand même préciser ici. Il faut posséder, bien sûr, des outils adaptés à la recherche de cette cible ici. Il faut savoir utiliser les outils, il ne suffit pas seulement de les avoir à disposition. Donc, savoir les utiliser pour, par exemple, quantifier une cible en particulier. Il faut savoir, et c'est très important, il faut savoir interpréter les résultats de façon, bien sûr, à éviter de grosses erreurs d'interprétation. On peut aussi éventuellement utiliser ces tests en fonction des résultats que l'on a obtenus pour prendre des mesures, mise en place d'un traitement, isoler un malade qui serait contagieux, etc. Donc, prendre des mesures pour préserver la santé individuelle ou pour mettre en place un plan de prévention dans le cadre de la santé publique, par exemple. Alors, chacune de ces étapes qui paraissent bien sûr évidentes pose malgré tout un certain nombre de difficultés, sources d'erreurs que l'on entend assez souvent, y compris avec le coronavirus. Et justement, je vous propose de rester quelques instants sur le coronavirus. Vous savez qu'on utilise des tests pour rechercher ce virus. Alors, il faut savoir que le virus n'est pas la cible elle-même. Je vais la préciser. Ce qu'on va rechercher, finalement, ce sont des éléments de ce virus. Donc, il faut bien, effectivement, comme je vous l'ai dit, préciser la cible. C'était d'ailleurs la première étape de la démarche dont je vous avais parlé. Parce que partant de là, effectivement, on peut faire des erreurs. Et vous avez entendu parler, j'en suis sûr, du fameux test PCR pour dire qu'une personne est ou n'est pas porteuse de ce coronavirus. Pourtant, à proprement parler, utiliser un test PCR pour rechercher le SARS-CoV-2, le nom de ce coronavirus, si vous utilisez un test PCR,
en toute rigueur, il n'y a aucune chance que vous trouviez ce virus. Pourquoi? Et pourquoi on utilise toujours quand même le terme PCR? Alors, pour comprendre pourquoi il ne faudrait pas utiliser le terme PCR, il faut partir de l'existence, en fait, de non pas un, mais de deux types de virus. Alors, l'un de ces types de virus qui vous est présenté ici, ce type de virus, on l'appelle un adénovirus. Adéno parce qu'il contient de l'ADN, que vous pouvez voir ici, le double brin d'ADN. Alors, c'est le virus, je dirais ici, le type de virus qui correspond bien à ce que les gens imaginent. Hein. Beaucoup de gens vous disent, voilà, il y a un virus, il a de l'ADN, donc eh bien, on va chercher l'ADN. Et l'objectif d'un test PCR est justement de rechercher cette molécule de l'ADN, de l'amplifier, de la traiter, etc. Pourquoi ne devrait-on pas utiliser le terme PCR en ce qui concerne la recherche du coronavirus? Eh bien, la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est parce que le coronavirus ne possède pas d'ADN. Donc, ne possédant pas l'ADN, vous ne pouvez pas utiliser une technique, un test, qui aurait donc pour objectif de rechercher cet ADN. Autrement dit, notre fameux coronavirus qui nous embête tant actuellement, notre coronavirus n'est pas un adénovirus. Le coronavirus, c'est un type de virus qu'on appelle en fait un rétrovirus. Alors, vous voyez, vous avez ici en haut, en haut sur votre gauche, une représentation du coronavirus avec sa couche ici de protéines spike au niveau de la capsule. Et vous voyez que le virus ne possède pas d'ADN, il possède un génome qui existe sous forme d'ARN. Donc, le test à utiliser ici n'est pas, comme je vous l'ai expliqué, un test PCR, mais un test RT-PCR. Autrement dit, on va avoir une étape supplémentaire. Alors, je ne vais pas tout vous détailler ici dans le détail, puisque c'est vraiment un problème de biologie moléculaire assez poussé, mais le point de départ, c'est de partir du génome de ce virus, de l'ARN. Alors, on dit ARN ou RNA selon que vous utilisez l'abréviation française ou anglaise. Donc, RNA, c'est pour l'anglais. RT, c'est parce que vous allez réaliser une transcription inverse, c'est-à-dire, alors la transcription, vous l'avez là, la transcription, c'est le passage du DNA ou de l'ADN à l'ARN. Et vous faites la réaction inverse, c'est-à-dire que là, vous partez de l'ARN pour avoir la molécule d'ADN qui serait représentée donc en bleu, en bleu ici. Et en orangé, vous avez la molécule d'ARN. Cette étape étant réalisée, vous allez amplifier cette réaction, c'est l'abréviation de PCR, ici. Une fois que vous avez l'ADN qui correspond donc finalement à l'ARN de votre virus, eh bien vous réalisez la transcription, vous réobtenez l'ARN du virus, ici. Cet ARN va être traduit, c'est-à-dire vous passez de l'ARN aux protéines, et je pense bien sûr aux protéines spike ici en l'occurrence, pour le virus. Et cette réaction ici, eh bien, elle est amplifiée. Vous voyez que vous avez, partant de un virus, ici vous en avez 6, mais je dirais peu importe le nombre, en tout cas vous en avez davantage. Donc ici, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser le terme PCR, encore une fois, puisque PCR ne représente qu'une partie en fait du test ici. Donc le virus
quelles sont les cibles ici? Comme je dis, ce n'est pas le virus entièrement. Le virus, ça va, la cible, excusez-moi, la cible, ça va donc être la recherche de l'ARN ou de l'ADN, donc l'ARN en l'occurrence pour notre coronavirus. Et l'autre cible possible, au lieu de chercher la présence de l'ARN, eh bien, on peut rechercher la présence de la protéine spike, ici en l'occurrence. Donc, vous voyez que pour un virus, vous avez deux cibles possibles. Donc, deux outils, puisqu'on n'utilise pas le même outil pour repérer l'ARN et pour repérer la protéine. Donc, deux outils, deux tests différents, là aussi. Une fois que vous avez donc identifié la cible que vous avez choisi d'étudier, plutôt l'ARN ou la protéine spike selon les cas, pour autant, il y a bien sûr un certain nombre de questions qui vont se poser. Comme vous avez deux tests possibles, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a l'un de ces deux tests qui serait plus fiable que l'autre? En sachant bien sûr, c'est une question qu'il faut aussi se poser, qu'est-ce que c'est qu'un test qui est fiable? Et si vous avez deux tests qui n'ont pas la même fiabilité, eh bien, il faut essayer d'expliquer pourquoi finalement l'un des deux tests est plus fiable. Mais surtout aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi et comment on peut définir la fiabilité d'un test. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent avant d'utiliser comme ça un test en routine. On a l'impression que tout marche très bien, hein. En fait, les gens se posent énormément de questions avant et évidemment, il faut se poser en plus les bonnes questions. Alors, comment utiliser un test? Quels sont les critères de fiabilité d'un test de façon à avoir bien sûr la réponse la plus adaptée possible? Alors, un bon test, si je puis dire, va présenter différentes caractéristiques. Les deux premières caractéristiques qui sont, à mes yeux, les plus importantes pour un test, c'est que le test doit être sensible et le test doit être spécifique. Si votre test est sensible et spécifique, vous pouvez dire que le test que vous allez utiliser va être un test qui est fiable. Pour autant, ce n'est pas suffisant parce que je vous ai dit qu'il faut que le test soit sensible et qu'il soit spécifique, mais je ne vous ai pas défini ces deux termes et je ne vous ai pas dit non plus comment on calcule la sensibilité et la spécificité. Alors, il faut aussi, quand on utilise ces tests, faire en parallèle la recherche, éventuellement, d'une pathologie. Donc, la pathologie, on va rester avec le coronavirus, donc les symptômes, la toux, la température, etc. Il faut aussi connaître des fois la période, la durée de la période pendant laquelle on a été exposé, sachant qu'encore une fois, il ne faut pas raisonner toujours avec la recherche du coronavirus. Par exemple, si vous avez une suspicion d'une intoxication, le test doit bien sûr être spécifique de la molécule toxique auquel vous pensez, mais il faut savoir si vous avez été exposé longtemps ou un temps très bref à telle ou telle molécule qui peut engendrer une pathologie. C'est ce qui va permettre de faire la distinction entre ce qu'on appelle les cibles d'exposition et les cibles d'effet. Ce n'est pas parce qu'on est exposé à une cible potentiellement pathogène que nécessairement il y a des effets pathologiques qui vont intervenir. Donc, votre test doit être sensible, il doit être spécifique, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Pour que votre test soit utilisé, il faut aussi que la substance que vous recherchez
soit abondante. Vous voyez bien que si vous avez juste un virus, une molécule ici de virus, vous avez moins de chances de le retrouver que si vous en avez 6. Donc, vous avez intérêt, effectivement, à avoir ce qu'on appelle une charge virale la plus importante possible. Ce qui est important aussi, c'est que la cible que vous recherchez, donc virus, molécules toxiques, peu importe, ce que vous recherchez doit être, comme on dit en biologie, doit être sédentaire. C'est-à-dire que la molécule recherchée, elle doit toujours être là où, a priori, vous l'attendez. Donc, si votre virus il est présent chez un animal, par exemple, qui fait des migrations, bah, vous risquez en partie de perdre la trace de votre cible. Et ça peut être le cas avec le coronavirus qui, comme vous le savez, peut être transporté notamment par des chauves-souris. Il faut aussi, bien sûr, que la molécule toxique soit, ou toxique, ou le virus, ou peu importe ce que vous recherchez, soit relativement facilement repérable, hein, repérable dans la nature. Hein. Donc, il faut savoir que c'est au niveau des chauves-souris, par exemple, que vous devez commencer à faire des recherches. Pour le coronavirus, où on peut le repérer aussi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est dans les eaux d'égout. Hein. On peut suivre l'évolution de la pandémie en faisant donc des tests, on recherche le coronavirus dans les eaux d'égout. On peut aussi bien sûr rechercher l'agent pathogène dans notre organisme, à condition, que cet agent pathogène n'entraîne pas trop rapidement la mort de l'individu, sinon vous risquez là aussi de perdre la trace de la substance que vous recherchez. Enfin, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que la cible, quand elle est présente, on va dire, dans la nature, elle présente un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques. Quand on veut l'étudier au laboratoire, eh bien, il faut que ces caractéristiques physico-chimiques soient conservées. Et puis, après toutes ces mises en place de précautions à prendre, il y a un danger qu'il faut éviter, c'est d'établir d'emblée ce qu'on appelle une relation de causalité, c'est-à-dire j'ai trouvé le virus, donc la personne, si elle est malade, c'est parce qu'elle a été contaminée par le virus. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, comme je vous l'ai dit, la cible que vous recherchez, elle peut être présente dans votre milieu de vie, elle peut être présente dans votre organisme. Alors, on la cherche dans le sang, on peut la chercher dans les urines, on peut les chercher dans la salive. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous rechercher. L'avantage, c'est que ces milieux, le sang, l'urine, la salive, ce sont des milieux qui sont très faciles à récupérer. Hein. Donc, ce sont des milieux qu'on peut utiliser facilement pour rechercher un agent pathogène. Alors, il n'y a pas que ces liquides. Hein. Selon ce que vous recherchez, vous pouvez faire par exemple des biopsies de tissus. Il y a aussi quelque chose qui est très utilisé. Par exemple, c'est la recherche dans les cheveux. Les cheveux ont pour effet d'accumuler notamment ce qu'on appelle des métaux lourds qui provoquent des intoxications. Donc, on peut rechercher des métaux comme le mercure, par exemple. Quand on suspecte une intoxication au mercure, on peut rechercher le mercure dans les cheveux. Ça s'accumule très bien. Donc, il va y avoir tout un continuum d'étapes, toute une série d'événements qui vous est représentée ici. Voilà, vous êtes donc exposé à une substance toxique, au coronavirus, on va dire peu importe. Cette cible d'exposition, vous en retrouvez dans une partie dans votre organisme qui peut
entraîner des effets biologiques. Alors, précoces, tardifs, bon, ça dépend un petit peu, bien sûr, de la situation. Sachant que vous pouvez être plus ou moins sensible à développer une pathologie. Vous savez que par exemple avec le coronavirus, on parle de personnes qui sont asymptomatiques. Alors on pourrait se demander pourquoi, mais bon. Et puis, eh bien, de ces effets biologiques précoces, la toux, les vomissements, diarrhée, je dirais peu importe, difficultés respiratoires. Donc, vous avez un certain nombre d'altérations fonctionnelles qui vont se manifester et qui vont permettre de faire un diagnostic. Donc, le but, c'est de finalement dire, voilà, j'ai des symptômes qui pourrait être dû à une intoxication, au fait qu'il y ait une hormone qui est présente en trop faible quantité ou en trop grande quantité. Donc, j'ai un nombre de symptômes. Est-ce que c'est parce que j'ai eu un problème au départ? Et le but du test, bah, c'est d'essayer, je dis bien essayer, d'établir cette relation entre l'exposition à une substance et une maladie possible qui se présente. J'insiste bien que c'est une relation ici de causalité, donc une relation de causalité en statistique, ce n'est pas, on va dire, quelque chose d'absolu. C'est pas parce que vous toussez, c'est pas parce que vous avez des difficultés à respirer, que vous avez de la température, que forcément vous avez été contaminé par le coronavirus. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies qui ont des signes cliniques un peu voisins, et puis bon, ben, on ne sait pas toujours hein, exactement l'origine. Je vous rappelle que pour le coronavirus, hein, au départ, c'était un rhume, une grippe. Les mauvaises langues disaient que c'était une grippette, mais ça n'avait pas de signe, on va dire, vraiment très particulier. Hein. Alors, il y a parfois des dosages, en tout cas, qui ne posent pas de problème particulier. Les tests, il faut voir que les tests sont utilisés je dirais, en routine. Hein. On ne recherche pas que toujours, encore une fois, que le coronavirus. Je voudrais vous présenter un test, par exemple, parce qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler tout à l'heure. C'est un test qui est utilisé, par exemple, quand vous recherchez une hormone dans le sang. Hein. Vous pensez qu'une hormone, elle est présente en trop grande quantité ou en trop faible quantité, peu importe. Vous faites un test pour savoir quelle est, alors si l'hormone est bien présente et si oui, à quelle concentration. Donc, cette recherche ici, ce test qui va être utilisé pour rechercher une hormone, c'est connu depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines hormones. Hein. Bon, bien sûr, quand on découvre une nouvelle hormone, le test n'est pas au point, mais rechercher l'insuline chez un diabétique, je veux dire, ça se fait depuis des années et des années. Et le test qui est utilisé ici, c'est ce qu'on appelle un test radio-immunologique. Le terme radio ne doit pas faire penser, bien sûr, à la radio que vous entendez. Radio, c'est le terme qui est utilisé quand on parle d'utilisation de substances radioactives. Immunologique, ça fait appel à des anticorps. Donc, quel est le principe ici du dosage radio-immunologique? Donc, pour vous l'expliquer, je vais m'appuyer sur un document tout simple. Donc, vous avez une personne qui est dans un cabinet médical ou un laboratoire pharmacologique, on lui fait une prise de sang, on récupère de la salive. Bon, on va rester avec le sang, si vous voulez. Donc, on récupère le sang, qui normalement contient donc l'hormone que vous recherchez. Alors, avant de passer au sang, qu'est-ce que vous allez faire? Alors,
Je vous rappelle que c'est radioactivité immunologique, anticorps. Donc vous avez l'hormone, alors je vais raisonner avec l'insuline, hein, mais encore une fois, on peut raisonner avec toute hormone. Vous avez donc une hormone, vous la rendez radioactive, peu importe la façon dont vous allez la rendre radioactive. Vous avez un anticorps, AC c'est pour anticorps, qui est bien sûr capable normalement de reconnaître la molécule d'insuline. Donc, dans un tube à essai, vous mettez une quantité d'hormones radioactives, une quantité donnée d'anticorps. Alors, bien sûr, il y a eu des tests qui ont été faits pour savoir les quantités que vous devez mettre. Une partie de l'hormone radioactive va interagir avec l'anticorps. C'est ce qu'on va appeler l'hormone liée. La petite étoile ici symbolise l'hormone quand elle est radioactive. Et puis, une partie de l'hormone radioactive ne sera pas liée à l'anticorps. C'est ce qu'on va appeler l'hormone libre, l'hormone radioactive libre. Ici, ça vous permet de connaître la quantité maximale, les 100%, d'hormones radioactives qui se fixent sur votre anticorps. Donc, ça se fait dans un tube à essai. En parallèle, vous prenez donc une autre série de tubes à essai où vous mettez la même quantité d'anticorps, la même quantité d'hormones radioactives et la même hormone, donc toujours l'insuline, mais cette fois-ci qui ne serait pas radioactive. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit symbole ici, étoile, qui est censé symboliser la radioactivité. Donc il va s'établir ici une relation qu'on va appeler une réaction de compétition. Plus vous allez avoir d'hormones non radioactives dans votre tube à essai, moins vous allez pouvoir fixer d'hormones radioactives. Donc, si au lieu d'avoir à peu près autant d'hormones radioactives, d'hormones non radioactives, vous voyez que vous n'avez plus que la moitié de l'hormone radioactive par rapport à la situation où il n'y a pas du tout d'hormones radioactives. Donc, plus vous ajoutez d'hormones non radioactives, plus vous allez établir cette relation de compétition. Ça va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une courbe standard. Vous augmentez la quantité d'hormones non radioactives et vous avez un complexe anticorps-hormones radioactives qui quantitativement va diminuer. Maintenant, vous mettez dans votre tube à essai la même quantité d'anticorps, la même quantité d'hormones radioactives et un échantillon de plasma, de sang ou de plasma de votre malade qui va ou pas contenir de l'hormone. Plus il y aura d'hormones, plus il y aura un phénomène de compétition. Donc, à partir de cette courbe standard ici, on va être capable de déterminer la quantité d'hormones, donc d'insuline dans mon exemple, qui est présente chez le malade. Alors, encore une fois, ce principe, je voulais détailler un peu parce qu'on va le reprendre en exemple avec un des tests utilisés pour le coronavirus. Ici. Alors, je vais passer sur l'aspect purement médical de recherche des signes cliniques de telle ou telle pathologie. Ce n'est pas vraiment notre propos. Je préfère rester, bien sûr, avec les, pardon, avec avec les tests. Alors, quand vous voulez faire une prévention, vous suspectez une maladie virale ou une autre maladie ou une intoxication, etc. Vous avez intérêt, bien sûr, à utiliser le test adapté le plus rapidement possible. Vous allez me dire, ça tombe sous le sens. Malheureusement, ce qui tombe sous le sens, ce n'est pas forcément ce qu'on peut toujours observer. On peut effectivement, dans certains cas, et l'exemple que je vais prendre, c'est une maladie qu'on appelle le saturnisme,
qui est due à une intoxication par le plomb. Alors, le plomb, ici, en l'occurrence, c'est le plomb qui était, je dis bien qui était, vous allez comprendre pourquoi, qui était apporté dans les canalisations qui apportaient l'eau donc dans les appartements, dans les maisons. Et vous savez peut-être qu'il y a quelques décennies maintenant, les canalisations étaient en plomb. Donc, à chaque fois que l'eau passait, même s'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas de plomb au niveau de l'eau en passant dans la canalisation arrachait des petites particules de plomb qui se retrouvaient dans l'eau que vous consommiez, soit pour cuire vos légumes, l'eau de boisson, etc. Donc, on s'intoxiquait avec des quantités très faibles, bien sûr, à la fois de plomb, et au bout de quelques années, ben, vous présentiez cette maladie. Donc, vous voyez que le dépistage ne peut pas se faire de façon, forcément de façon très précoce. Donc, ce que l'on a, alors je passe sur toutes les études qui ont été faites, quand on a découvert que effectivement c'était les canalisations en plomb qui posaient de problèmes, ben on a anticipé, j'ai bien dit anticipé, l'incidence du saturnisme en passant à des canalisations en PVC, ce qui est courant maintenant. Mais pendant des années, les gens ont été intoxiqués, évidemment, malgré eux. Hein. Donc, quand on parle de politique de prévention, hein, vous voyez qu'on a malheureusement des limites. Alors, c'est pareil avec d'autres tests maintenant qu'on utilise, je pense notamment à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, vous savez, dont on parle aussi beaucoup. On les connaît depuis, je ne pourrais pas vous dire de quelle année précisément, mais là aussi depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a des tests, mais là, par contre, vous connaissez les hobbies qui existent de façon à continuer malheureusement d'utiliser ces perturbateurs endocriniens qui en plus, on le sait maintenant, souvent ne posent des fois pas beaucoup de problèmes à la personne qui va malheureusement les consommer, mais qui peut par contre influencer le développement de l'embryon, ce qui fait qu'une femme enceinte va consommer des perturbateurs endocriniens qui risquent de ne pas la rendre malade, mais son fœtus, quand il sera devenu enfant et puis même quand il sera devenu adulte, il peut présenter des phénomènes d'intoxication alors que c'est sa mère qui, à son insu bien sûr, a consommé ces perturbateurs endocriniens. Alors, le dépistage précoce, quand c'est possible, c'est bien sûr encore une fois la meilleure des situations, va donc permettre d'établir un diagnostic le plus rapidement possible, de façon à éviter qu'une maladie ne se développe de trop, éviter les complications éventuellement qui peuvent intervenir. D'où l'intérêt, bien sûr, d'avoir des tests. Et avec le coronavirus, on a eu quelque part beaucoup de chance parce que les tests ont été mis au point quand même relativement rapidement, les vaccins aussi, etc., comme vous le savez. Donc, il faut avoir des tests, comme je vous l'ai dit, qui soient spécifiques, qui soient sensibles. Vous allez me dire, c'est logique, c'est toujours le cas. Malheureusement, il y a aussi des exceptions. Quand vous avez, par exemple, une personne qui souffre d'un cancer, ben, vous ne savez pas forcément quelle est au départ la molécule qui a pu poser le problème. Donc, il faudrait utiliser ici beaucoup de tests. Hein, et puis, bon, finalement, on a une personne qui souffre d'un cancer et les tests, on les met des fois un petit peu de côté ici.